Un jour, alors que personne ne s'y attendait, l'État de Kairon a déclaré le début d'une guerre sainte. Les monastères humains d'Ifon ont pris part à cette bataille. Ils avaient les yeux noirs et possédaient des capacités physiques extraordinaires. Il y avait aussi les sorcières de Temfei. Ils invoquèrent des animaux et utilisaient habilement des sorts. Cet événement a conduit à un chaos complet sur Terre. Il semblait que tout s'était effondré dans ce monde. Un vrai saint, qui est au-delà du temps, a reçu la bénédiction des dieux. Son corps n'a pas vieilli et sa beauté n'a pas pâli. Alors le grand prêtre de Kairon déclara publiquement que seuls les croyants du pays avaient reçu le pouvoir sacré des dieux. Et la preuve en était, selon lui, le feu. Il invoqua le souffle des dieux pour exécuter son jugement sur les païens. L'homme se tenait à genoux. Le monsieur lui dit qu'il appréciait grandement le fait qu'il ait mis les monstres humains d'Ifon au combat. Il demanda s'il connaissait celle que les gens appelaient la masse divine, l'arme la plus puissante de Kairon. Il se demandait pourquoi le guerrier ne pouvait pas résister aux sorcières de Temfei. Il a ordonné à Merkla de répondre, contrairement aux monstres humains, qui ne comptaient que sur leur force physique et se lançaient follement à l'attaque. Les sorcières, chacune possédant un type de capacité différent, se sont mises en fuite, et puis ils se sont cachés dans tous les coins de Temfei. Le guerrier dit que maintenant, ce n'était pas si facile de trouver un abri pour chacun d'eux. Le monsieur a demandé si Merkla avait entendu parler de la grande sorcière. C'était le nom du principal. Elle avait la capacité de contrôler les animaux et également de transformer les bonnes âmes en véritables âmes maléfiques. La question de savoir pourquoi elle n'intéressait pas le guerrier restait en suspens. Le chevalier leva les yeux et demanda si le maître lui-même voulait cela. Ordre fut donné de retrouver cette sorcière aux yeux rouges comme du sang, afin de lui couper la tête et de découper son corps en morceaux. Merkla devait également être prudent. Il y avait des rumeurs selon lesquelles un seul regard de ses yeux rouges pouvait captiver n'importe qui. Et c'est pourquoi le maître ne voulait pas perdre le fidèle serviteur de Dieu à cause d'une sorcière. L'épée transperça le corps sale et le tacha de sang écarlate. Les corbeaux étaient assis sur les branches des grands arbres. Le chevalier s'approcha par derrière et appela Monsieur Merkla. Le subordonné a rapporté que toutes les sorcières de la région avaient été contrôlées, mais qu'aucune personne aux yeux rouges n'avait été trouvée. Le chevalier supposa que la créature rusée s'était cachée quelque part comme un méchant rat, et gardait le silence. Il était surpris que ces sorcières n'aient jamais été entraînées, mais qu'elles soient si douées pour se cacher. Il s'est donc assuré l'aide du pouvoir de la grande sorcière. Merkla a appelé à aller plus loin. L'assistant a demandé où se trouvait leur prochain itinéraire. Les corbeaux sur les branches criaient. Le chevalier allait se diriger vers le sud-ouest. Une grotte cachait des regards indiscrets dans une crevasse d'un rocher. Quelqu'un à l'intérieur demandait s'il était vraiment possible d'être là. Il y avait une femme aux cheveux roux dans les profondeurs. Elle a dit qu'elle avait entendu dire que toutes les sorcières de la vallée voisine avaient été brûlées vives. La brune était encore plus plongée dans l'obscurité. Elle se demandait si son interlocuteur la croyait. Ses yeux rouges jaillirent de l'obscurité. Elle l'a confirmé. Mais la jeune fille fut fermement saisie par le bras. Et avec force, ils le traînèrent hors de cette grotte vers la lumière. Elle n'a pas pu suivre et a demandé à attendre. La dame impérieuse demanda combien de fois on avait dû lui dire de ne rien inventer. Mais la rousse avait peur que Vienne les trahisse et aille à leur rencontre. Mais elle était sûre qu'une telle chose n'arriverait jamais, parce que la grande sorcière, à son avis, n'était pas comme ça. Le chevalier en armure balançait son épée d'une main habile. Du sang écarlate giclait dans toutes les directions. Le visage de la rousse était également taché du sang de la victime tombée. Elle a eu peur et, timide, s'est figée sur place. Bientôt, l'arme ensanglantée fut pressée contre sa gorge. La fille émettait des sons inarticulés. Un tremblement parcourut son corps. Des yeux bleu clair brillaient à travers la visière. Le chevalier demanda d'une voix froide et menaçante d'où il venait. Des larmes coulèrent des yeux de la fille aux cheveux roux. Elle courut aussi vite qu'elle le pouvait pour avertir les autres. Mais ce que la jeune fille vit dans le village la plongea dans un désespoir total. Les chevaliers tuaient des femmes dans les rues. Il y avait des cris de supplication pour le salut. Il y eut un bruit derrière. Le chevalier s'approcha de la fille aux cheveux roux. Son visage se tordit et elle se mit à rire hystériquement. Mais en même temps, des larmes coulèrent de ses yeux. Il s'est avéré que la grande sorcière les a abandonnés. L'épée était déjà levée sans pitié au-dessus de la tête de cette fille. Criez. Merkla a donné l'ordre de vérifier les yeux de tout le monde et tuer immédiatement ceux dont les yeux n'étaient pas rouges. Bientôt, un jeune chevalier interpella les gentilshommes au sujet de Merkla. Il tenait par les cheveux une jeune femme aux yeux rouges. La fille avait vraiment les yeux rouges. De longs cheveux bruns encadraient un visage fin, et ses lèvres roses étaient craquelées et couvertes de blessures.
Merkla regarda avec pitié la jeune créature sans défense et très fragile. Mais soudain, il se souvint des paroles du monsieur qui lui demandait d'être prudent. Ce regard supposé dans les yeux rouges pourrait captiver. Soudain, une lueur bleue apparut entre eux. Les mains de la sorcière étaient liées derrière son dos et elle était maintenue par un jeune chevalier. Merkla a mis la pointe sur la gorge de la fille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il dit en serrant les dents qu'il avait trouvé la sorcière aux yeux rouges. Hiver enneigé. Forteresse de Rave à la frontière de Kairon. Les environs de Timfei. Un donjon avec des cellules de prisonniers. Les grilles sont levées et les portes sont grandes ouvertes. Couloir. La pointe métallique était chauffée sur des charbons ardents. On entendit le cri d'une femme. Un cri de douleur. La nuit est descendue sur la terre. Le ciel était complètement couvert d'étoiles. Il semblait que tout dormait. Le monsieur a parcouru les papiers. Il demanda au chevalier s'il ne lui semblait pas étrange que la grande sorcière ait été capturée si facilement. Et puis il a demandé s'il y avait quelque chose d'étrange chez cette personne. L'orateur a déclaré qu'il n'avait pas encore réussi à trouver quelque chose de tel. Le conseil a été donné de ne pas se relâcher et d'être prudent. Il s'intéressait également à savoir s'il y avait des nouvelles du temple. Le chevalier répondit qu'à l'aube, un homme devrait arriver qui conduirait la sorcière à la capitale. À ce moment-là, l'orateur a été libéré. Mais à la fin, il a décidé de raconter ce qu'il avait vu. Que le jour où ils trouvèrent la grotte où se cachèrent les sorcières, la grande sorcière se mit à rire, en regardant ses compatriotes brûler. Le monsieur pensait que c'était ce jour-là que la jeune femme aux yeux rouges avait été capturée. Elle voulait leur dire quelque chose, mais elle a été ligotée et emmenée en prison. Maintenant, on ne savait pas vraiment ce que la sorcière avait prévu. Une lumière vive pénétrait par la fenêtre. Un homme musclé, nu jusqu'à la taille, a mis une chemise. La brune qui entra interpella M. Méclar. Il demanda avec surprise ce qui s'était passé depuis le matin. L'orateur a demandé pardon. Il lui semblait que ça valait la peine de sortir. Plusieurs charrettes étaient stationnées à la porte. Il y avait également un détachement de chevaliers ici. Le monsieur qui est arrivé a demandé s'il l'avait vu. Il tenait un papier dans ses mains. C'était un document avec un sceau officiel. Il s'agit de la permission du grand prêtre lui-même. Ils ont demandé de ne pas s'inquiéter, assurant qu'il n'y aurait aucun problème. Le monsieur sortit également dans la cour après les domestiques et demanda pourquoi tout ce tapage. L'invité avait une apparence étrange. Il y avait un masque sur son visage. Il s'inclina modérément, saluant le seigneur inquisiteur. Il s'est présenté comme étant Pépin Toth. J'ai remis le document. Après l'avoir lu, il est devenu clair qu'il y avait un ordre d'emmener la grande sorcière à la capitale et de l'exécuter. Le même document imposait toute la responsabilité du transport au docteur Pépin Toth. Les chiens hurlaient et aboyaient, crachant de la salive. Le chevalier a fait sortir la sorcière de prison. Ses mains étaient menottées. La jeune créature avait l'air fragile et effrayée. Ses yeux rouges étaient tristes. L'inquisiteur regarda par-dessus son épaule. Il demanda avec colère qui avait osé retirer le bandage de la tête de la sorcière. Le chevalier répondit qu'un homme nommé Pépin avait exprimé le désir de regarder ses yeux rouges. Le visiteur fut surpris de constater qu'il s'agissait de la grande sorcière. Une créature si sale et si basse. La fille faisait quelque chose avec ses mains. Il y avait un sifflement sortant de sa bouche. Soudain, une lueur rouge vif est apparue. Tous les chiens se sont soudainement détachés de leur laisse. L'un d'eux renversa le chevalier qui tenait la sorcière. Il a laissé tomber la chaîne. La fille a profité du moment et a commencé à s'enfuir. Il y eut un cri demandant qu'elle soit saisie. L'inquisiteur avait déjà saisi son épée. Il pensait que sa tentative de fuite était stupide. Mais M. Pépin l'en empêcha. Il a demandé de ne pas faire de mal à la sorcière. La fille s'est rapprochée d'eux au lieu d'essayer de se cacher. À un moment donné, un chevalier qui avait récupéré l'a attrapée par l'épaule. La jeune femme a dit qu'elle pouvait les aider à détruire le Védème. L'inquisiteur fut surpris par son discours. On lui a posé une question grossière sur le genre de bêtises qu'elle racontait. Le prisonnier a demandé pardon à M. Méclar, mais elle fut brutalement attrapée par l'épaule. Le chevalier fit claquer sa lourde chaîne et leur ordonna de le suivre. Le monsieur a demandé à attendre. Il a cité ses paroles. Et il lui demanda pourquoi il devait la croire. Tout le monde à proximité était surpris. Un invité de la capitale également. La fille aux yeux rouges se retourna. Elle a crié par-dessus son épaule. « Les gavines !» Le chevalier continua à repousser le prisonnier. La fille aurait pu être envoyée là-bas par des gens pour vérifier. L'inquisiteur demanda à son assistant quelle était la distance qui séparait l'endroit indiqué par la sorcière. Elle a répondu qu'une journée suffirait pour l'aller-retour. Un ordre a été donné d'envoyer des reconnaissances sur place. Le chevalier accepta l'ordre sans condition. Le monsieur a donné le papier à l'invité.
Il ordonna que les gens soient alignés et que la sorcière soit enfermée. Le transport du prisonnier a été reporté jusqu'à ce qu'une enquête soit menée. Pépin était indigné. La jeune femme ramenée au cachot par le chevalier regarda en arrière. Elle avait l'air pitoyable avec ses yeux rouges comme du sang. Sa peau était couverte de cicatrices. Peu de temps après, Méclar s'assit à la tête de la table. Deux hommes en robe rouge sont arrivés pour discuter de problèmes urgents. Il était surprenant que le monsieur puisse réellement croire à ce diable. Il semblait que la sorcière voulait juste sauver sa peau. Il a demandé au monsieur de ne pas tomber dans de tels pièges. La deuxième soutenait la justesse du père Brown. On croyait que même si la sorcière en savait beaucoup, elle ne pouvait pas être laissée en vie. Sinon, quelque chose d'imprévisible pourrait se produire. Le chevalier se pencha sur Lord Méclar, et elle a rappelé que les informations sur le refuge se sont avérées vraies. On a demandé des preuves. Le prêtre a admis que certains étaient peut-être déjà sous l'influence de cette méchante sorcière. Le sac a été posé sur le sol. On en a retiré quelque chose de rond et on l'a placé sur la table. Et puis la question s'est posée de savoir si cela était suffisant. Le visage du prêtre se déforma. Le monsieur, plissant les yeux, dit qu'il avait fallu 3 ans pour exterminer complètement les monstres humains d'Iphone. Il était convaincu que plus la guerre durait, plus les pertes de l'armée et de l'État étaient importantes. Méclar a déclaré qu'il changerait d'avis si quelqu'un lui suggérait un moyen efficace de mettre fin à la guerre le plus rapidement possible. Il a dit que si cela ne convenait pas au prêtre, il pouvait alors aller personnellement au front et participer aux batailles. Le prêtre Brown a crié. Il était indigné qu'à cause de cela, il soit inacceptable de laisser la sorcière en vie. Méclar a convenu que c'était juste. C'est pourquoi j'ai demandé un médecin. Dites au grand prêtre qu'il avait besoin de temps pour déterminer quel avantage cette sorcière peut-elle leur apporter. Les prêtres étaient indignés et contre. Monsieur Pépin répondit que dans ce cas, il fallait quelque chose qui puisse convaincre. L'inquisiteur a annoncé 6 mois. Il allait brûler la moitié de Temfey. On m'a demandé si c'était suffisant. Couloir du donjon. Chaîne de fer massive, barreaux de fer surélevés à l'entrée. La fille était assise sur le sol de la cellule. Ses yeux étaient bandés, et les mains maigres sont enchaînées. Une petite souris s'est approchée d'une paire de fines mains féminines. L'animal, qui poussait de faibles cris perçants, n'avait pas du tout peur de la proximité de l'humain. Les portes des cellules grinçaient. L'ombre tomba sur le sol et les murs. Ils ont ordonné à la fille de sortir. La main du gardien ganté de cuir saisit brutalement la prisonnière par l'avant-bras et souleva brusquement son corps fragile. La fille haleta involontairement de douleur. Le chevalier a traîné la sorcière dans le couloir. J'ai demandé à l'aîné où l'emmener. La fille ne savait pas qui était devant elle. Les yeux étaient recouverts d'un bandage serré. Un pied dans une lourde botte de cuir fit un pas vers elle. C'était Méclar lui-même. Il a déclaré qu'il viendrait personnellement chercher le prisonnier. Le monsieur était assis au bord de la table. Une jeune fille captive se tenait devant lui, enchaînée. Je lui ai demandé si elle savait pourquoi elle était ici. Il a dit qu'il n'y avait dans Stein que la moitié de la somme que la jeune fille leur avait dit en leur indiquant l'endroit. Méclar a supposé que le prisonnier était simplement fatigué de dénoncer les sorcières. Ou bien il supposait qu'elle essayait d'aider les siens, même si ce fut tardivement. La jeune fille répondit que si elle avait voulu aider ces sorcières, elle ne les aurait pas dénoncées du tout. L'inquisiteur plissa les yeux. Il vit que la fille serrait les poings, et il lui demanda de faire 5 pas en avant. Le prisonnier obéit docilement. Elle s'approcha de l'inquisiteur en faisant claquer ses chaînes. Méclar arracha le bandeau de ses yeux d'un mouvement brusque. Penché sur elle, il lui demanda d'un air menaçant où se trouvait l'autre abri. La jeune femme regarda le monsieur avec surprise et peur. Ses yeux énormes, qui occupèrent la moitié de son visage et étaient inhabituellement rouges. En 6 mois, la moitié des sorcières de Temfey furent brûlées. La carte sur le mur portait des marques indiquant les endroits où les sorcières avaient été capturées. La fille se demandait combien de temps il faudrait pour exterminer le reste d'entre eux. Le prisonnier s'est approché de la carte et a indiqué un endroit sur celle-ci. Selon elle, c'était le prochain refuge. « Vienne !» dit l'inquisiteur. La fille s'est retournée en entendant le nom. Il y avait de la peur dans ses yeux. D'après sa réaction, le monsieur a supposé que c'était son nom de sorcière. Il a dit que les sorcières criaient ce nom, l'invoquant à plusieurs reprises alors qu'il était mourant dans la tribu bleue de l'Inquisition. La fille pensa en elle-même que depuis 6 mois, Méclar n'avait reçu d'elle que des informations sur l'emplacement des sorcières. Mais il n'a jamais regardé dans les yeux. La sorcière se demandait pourquoi l'inquisiteur essayait de découvrir son nom en ce moment. Elle se tenait sous le mur avec une carte. Elle a dit que son nom était une information inutile pour le monsieur. Méclar posa sa main sur une section de la carte et demanda si le prochain endroit était la gorge de Glada.
Elle répondit qu'il y avait un abri non loin du rocher. La jeune fille pensait que ceux qui se cachaient à Stein étaient probablement allés dans cette direction. L'inquisiteur a dit que dans 6 mois, les habitudes des sorcières devraient changer, et eux, ayant la tête sur les épaules, n'emprunteront pas les anciennes routes. Mais Viana les considérait comme des créatures stupides, soumises au diable. Méclar a demandé ce qui se passerait s'il ne retrouvait plus personne. Comme à Stein. Il lui a fait savoir que ces dénonciations n'auraient alors plus de sens. La lourde chaîne résonna. Les mots du déni résonnèrent bruyamment. La fille a insisté sur le fait qu'il devait absolument être là. Viana fait un pas mais s'est retrouvée empêtrée dans la chaîne. Elle poussa un cri et commença à tomber sur l'inquisiteur. Il repoussa la sorcière loin de lui. Il lui demanda d'un ton froid comment elle pouvait être aussi sûre de ces informations. Méclar regarda le fragile prisonnier. Il a également suggéré qu'elle avait peut-être un moyen d'obtenir des nouvelles même lorsqu'elle était en prison. L'inquisiteur a également suggéré la possibilité qu'il ne serait jamais possible d'exterminer toutes les sorcières, peu importe à quel point elles étaient chassées, tant que la principale d'entre elles était en vie. La fille se mordit la lèvre. Elle m'a assuré que si je faisais ce qu'on me disait, il pourrait détruire une tribu entière de sorcières. La prisonnière supposait qu'un jour viendrait le moment où le feu bleu la brûlerait jusqu'au sol. Elle a cependant déclaré qu'elle ne voulait pas mourir maintenant. L'inquisiteur lui a promis que son souhait se réaliserait certainement. Tournant la tête sur le côté, il leur ordonna d'entrer. Le maître a ordonné aux stagiaires d'emmener la sorcière dans la pièce. Il a obéi à l'ordre sans poser de questions. La prisonnière emmenée regarda par-dessus son épaule et interpella l'inquisiteur. Elle a été surprise que Méclart ait ordonné qu'on l'emmène dans une pièce et non dans une cellule. Elle s'est débattue et a demandé aux gardes où il l'emmenait. Mais ensuite, j'ai vu la porte. La sorcière regarda à travers la fissure avec son œil rouge. Là, une brune pâle retirait un masque protecteur de son visage. Monsieur Pépin a dit qu'il attendait la grande sorcière. Ouvrant la porte, le garde poussa brutalement la sorcière en avant. Elle regarda autour d'elle avec de grands yeux jusqu'à ce que son regard tombe sur un visage familier. Les sourcils de la fille se levèrent de surprise et son regard devint intense. Elle ne comprenait pas ce que cet homme faisait dans cet endroit. Vienne regarda vers la sortie, mais la porte était déjà verrouillée. Le docteur Pépin gloussa derrière sa main. Il a qualifié d'étrange la réaction de son subordonné. En s'approchant de la valise en cuir, il remarqua qu'il était chargé de soigner la sorcière depuis 6 mois déjà. Il lui semblait qu'au cours de ce temps, il s'était un peu rapproché. Les instruments chirurgicaux reposent sur le tissu sur le côté de la valise. En les regardant, la jeune fille pensa à nouveau avec dégoût que le traitement n'était qu'un prétexte. D'une voix calme, Viana demanda pourquoi le médecin n'était pas venu à la cellule de prison comme d'habitude. Il sourit légèrement. En regardant la robe ensanglantée de la sorcière, l'homme répondit que, selon l'inquisiteur, sa jambe était blessée. Il a suggéré de commencer par un traitement. Le visage de la fille exprimait de la frustration et une légère peur. Ses lèvres charnues faisaient la moue comme si elle essayait de cacher son mécontentement. Le prisonnier marchait lentement vers le docteur Pépin. Les mains menottées, elle souleva sa robe pour révéler la blessure sur sa jambe. L'homme s'accroupit et examina attentivement la blessure. La fille, évitant son regard, tourna la tête et remarqua un grand récipient rempli d'eau pour le bain. Se frottant le menton pensivement, le médecin dit que tout s'était avéré beaucoup plus grave que prévu. Du sang et du pus cachèrent la blessure elle-même. Souriant comme un fou, l'homme a dit que la zone devait être lavée. Après ces paroles, Vienne s'effondra soudainement dans un grand récipient rempli d'eau chaude. La sorcière s'éclaircit la gorge tandis qu'elle essayait maladroitement de se lever. Ses vêtements et ses cheveux longs étaient trempés. Soudain, le docteur Pépin saisit brutalement la sorcière par la jambe et la tira vers lui. Il lui assura avec confiance qu'il guérirait la blessure comme toujours. Avec un sourire narquois, l'homme dit que la douleur devrait être jugée nécessaire par la sorcière en chef pour la guérison. Puis il appuya fortement son pouce contre la blessure. Les yeux écarlates de Viana se remplirent de douleur, et elle ne put plus le supporter et cria. C'était comme si chaque recoin de son corps était rempli d'une souffrance insupportable. Ignorant la douleur du prisonnier, le médecin a dit que les gardes du cachot changeaient fréquemment. Tout le monde avait peur qu'elle utilise ses charmes sur eux. La fille a fait de son mieux pour se libérer. L'homme a ajouté sans pitié que la responsabilité du passage à tabac des gardes lui incombait entièrement. Le docteur Pépin continuait à serrer fermement la jambe blessée de la sorcière, l'empêchant de bouger. Bien qu'elle soit liée, elle n'a pas cessé d'essayer de se libérer. Soudain, il appuya à nouveau fort sur la plaie ouverte.
Viana poussa un cri de douleur, sursauta et toucha accidentellement la croix sacrée accrochée autour de son cou. L'homme se figea, stupéfait, le regard plein d'étonnement. La sorcière, allongée dans l'eau, le regardait avec un visage plein de désespoir, implorant sa pitié. Le docteur Pépin regarda le captif de haut en bas et rit d'un air moqueur. La douleur et le désespoir se figèrent immédiatement dans ses yeux, les remplissant de larmes. L'homme regardait Vienne comme un fou. Il a dit qu'après tout, elle était capable de l'enchanter avec ses yeux rouges. La sorcière en chef se souvenait du moment de la conversation avec l'inquisiteur. Il a dit que Stein n'avait que la moitié du montant qu'elle avait donné. La jeune fille pensait qu'elle méritait un tel traitement parce qu'elle n'avait pas dénoncé suffisamment de sorcières. Soudain, une pensée encore plus effrayante lui vint à l'esprit. Viana pensait qu'ils avaient décidé de se débarrasser d'elle, la considérant comme inutile. Mais soudain, le médecin s'est jeté sur elle, respirant lourdement. Luttant pour sa vie, la sorcière repoussa sa main et essaya de saisir au moins une sorte de scalpel chirurgical. Avant qu'elle puisse saisir le scalpel, quelqu'un a donné un coup de pied à l'homme. Pépin tomba, regardant l'inquisiteur avec étonnement. Il y avait de la sévérité dans son regard. Essayant de se justifier, le médecin demanda avec hésitation quand l'homme avait réussi à entrer dans la pièce. Il lui ordonna simplement, d'un ton brusque et sévère, de sortir. Le brun surpris se figea, la bouche légèrement ouverte. Il ne pouvait pas croire qu'on lui adressait de telles paroles. Incapable de supporter la lenteur du docteur, l'inquisiteur grogna à nouveau. Avec une menace encore plus grande dans la voix, il ordonna à tout le monde de quitter la pièce immédiatement. L'homme déclara qu'à partir de maintenant, le traitement de la grande sorcière serait effectué le matin à 11 heures. Il a ajouté qu'il serait présent à tout. L'espoir apparut dans les yeux de Viana. Mais Pépin continua à harceler la blonde. Il a demandé avec colère pourquoi il devait répéter la même chose 3 fois. Se rendant compte que l'inquisiteur était à bout de force, le docteur se leva rapidement. Après avoir déposé ses outils, il se dirigea vers la sortie. Pépin saisit la poignée de la porte. Mais avant de partir, il se retourna encore une fois. Sa voix devint plus calme et, après une légère hésitation, il s'excusa d'un air coupable. Perdue dans ses pensées, la jeune fille ressentit de l'horreur. Elle ne savait pas si l'inquisiteur l'avait vue tenter de s'emparer du scalpel ou si tout était passé inaperçu. La sorcière pressa nerveusement ses lèvres, se réprimandant pour sa hâte. En même temps, elle a compris qu'elle voulait simplement sortir de cette situation le plus rapidement possible. L'homme regarda sérieusement le captif et posa une question. Il lui demanda si elle avait ensorcelé le docteur Pépin d'un seul regard. Avec du désespoir dans la voix, la fille a commencé à tout nier. Elle a essayé de prouver qu'elle n'a pas et n'a jamais eu un tel pouvoir. L'inquisiteur réfléchit un instant et arriva à une conclusion. Il a suggéré avec scepticisme que le docteur Pépin l'avait attaqué sans raison apparente. Viana baissa les yeux, réfléchissant à ce qui se passait. Elle est arrivée à la conclusion que le comportement du médecin s'expliquait par le fait qu'elle était une femme sans défense. L'inquisiteur fronça les sourcils d'un air pensif et baissa les yeux vers le sol. Il a ensuite demandé si la sorcière était sûre de ne pas avoir utilisé son sort. L'homme ne pouvait pas la comprendre. Vienne, appuyant ses mains contre le côté du conteneur, se leva. De l'eau coulait de son uniforme de prison et de ses cheveux longs. La sorcière en chef leva la tête et le regarda avec défi. D'un ton léger, elle lui suggéra de tout vérifier lui-même. La fille lui assura que s'il y avait une sorte de force sinistre dans ses yeux, il la sentirait certainement. L'inquisiteur demanda avec colère si la sorcière avait décidé de l'ensorceler également. Elle pensait qu'elle portait le bébé depuis 6 mois, mais il ne la croyait toujours pas. Vienne exprima ses craintes que si ses doutes continuaient à grandir, l'inquisiteur cesserait de l'écouter et ordonnerait qu'elle soit brûlée sur le bûcher. Elle lui demanda si, au moins une fois au cours des 6 derniers mois, le monsieur était tombé sous son charme en la regardant dans les yeux. Elle a également admis qu'ils avaient peur de son attaque. L'inquisiteur demanda à nouveau. Il a dit que même une divinité rejetterait son corps maudit, mais il s'est avéré que Pépin savait qu'il viendrait bientôt ici. Et si l'escorte de la sorcière venue de la capitale s'est comportée de cette façon avec elle, alors il y avait une bonne raison à cela. Méclar a attrapé la fille par la main. Elle a crié alors qu'elle était soulevée au-dessus de l'eau. Et une seconde plus tard, l'inquisiteur la tenait dans ses bras. Il a dit que, voulant connaître la raison, il la garderait près de lui. Après avoir assis la prisonnière, le maître lui donna un linge pour essuyer son corps mouillé. Il a dit que maintenant elle dormirait ici, que pendant qu'il travaille pendant la journée, Viana devrait être près de lui. Il a demandé si des explications supplémentaires étaient nécessaires.
La jeune fille se demandait pourquoi le monsieur se comportait soudainement comme ça. Il répondit ce qu'il venait de dire. L'inquisiteur a déclaré qu'il voulait vérifier personnellement si le prisonnier cachait réellement un pouvoir sinistre ou non. Au cours des 6 derniers mois, ils ne se sont pas vus plus de 10 fois, et j'espérais comprendre cela si elle était à proximité. Il se demandait si Viana avait entendu quelque chose du docteur Pepin, que le grand prêtre arriverait bientôt ici pour examiner le captif. Quelques jours plus tard, les chaînes ont commencé à trembler. Le garde conduisit la grande sorcière derrière lui. Après avoir amené la fille à la porte, le bandage lui a été retiré. Elle se retrouva devant Méclar. L'inquisiteur était assis à la table. Il y avait dans ses mains un morceau de papier couvert d'écriture. Il était plongé dans ses pensées. Le grand prêtre lui-même avait l'intention d'arriver dans un avenir proche, et il le notifia par écrit, en scellant le papier de son sceau. La nouvelle de la visite s'est répandue à une vitesse incroyable. La suggestion du docteur Pepin a été acceptée. Laver, soigner et ranger l'apparence de la sorcière. L'inquisiteur frappa la table de sa paume. Il a ordonné à la fille de se tenir droite. Il se demandait si elle était la seule sorcière aux yeux rouges. La fille a répondu par l'affirmative. Méclart a demandé si elle pouvait le prouver. Elle a répondu négativement. Le monsieur a dit qu'elle ne servait à rien. Il a demandé si Vienne était vraiment une sorcière. Elle a confirmé. L'inquisiteur fut surpris que la grande sorcière n'ait aucun pouvoir. La fille a demandé si son interrogatoire était terminé. Méclart se demandait si elle n'avait vraiment rien fait pour amener le grand prêtre ici. Viana se souvient qu'elle avait passé les 6 derniers mois enchaînée dans un cachot. L'inquisiteur croyait que la sorcière aurait pu ensorceler le médecin et accomplir ses actes. La jeune fille a insisté sur le fait qu'elle ne possédait pas de tel pouvoir. Le monsieur s'est levé. S'approchant, il saisit les chaînes et souleva le captif. L'inquisiteur plaqua ses mains contre le mur. J'ai demandé ce que c'était dans ce cas. L'homme se pencha sur la sorcière, tenant ses mains menottées. Il regarda Vienne avec étonnement. Le héros a dit avec hésitation que les cicatrices étaient des traces de morsures d'animaux. C'était assez inhabituel. En effet, les terribles marques qui traversaient les minces bras blancs n'étaient pas récentes. Ils sont clairement apparus avant la purification de Chiron. La fille se figea, regardant l'homme sous le choc. La peur était figée dans ses grands yeux grands ouverts. Vienne détourna immédiatement le regard. Mais l'homme n'arrêtait pas de demander d'où venaient ces terribles marques sur le corps de la grande sorcière. Soudain, il saisit la beauté effrayée par le cou et la souleva du sol. La fille poussa un cri aigu de douleur et d'horreur. Et il rapprocha son visage de son oreille et commença à parler doucement. L'homme a dit qu'il avait découvert des notes très intéressantes dans Stein. Les journaux affirmaient qu'à chaque saison, les sorcières initiaient de plus en plus de filles. Mais on ne comprenait pas pourquoi tous ces nouveaux sacrifices étaient faits. Malgré sa gorge serrée, la sorcière comprit que l'homme attendait une réponse. Elle a discrètement expliqué qu'il n'y avait aucune raison. Mais il ne s'est toujours pas calmé. On savait que les sorcières pouvaient contrôler les animaux. Et le héros a supposé que les filles avaient été sacrifiées pour cette raison. Et si ce n'était pas la raison, alors cela valait la peine de découvrir d'où venaient ces cicatrices. Les yeux bleus du gentleman brillèrent froidement et se rétrécirent de colère. Puis Viana parla essoufflée. Elle a dit qu'il y avait beaucoup de forêts et d'animaux sauvages à Temfey. C'est de là que viennent les cicatrices. Cependant, cette réponse ne satisfaisait pas l'homme. Il se pencha vers la sorcière, la brûlant de son regard. Le héros murmura avec colère entre ses dents qu'il allait devoir mener une expérience. La fille gémit de peur. Viana bégaya que ce n'était pas du tout comme ça. Et si elle pouvait contrôler les animaux, elle ne lui obéirait pas. De grosses larmes coulaient des beaux yeux de la belle. Maintenant, elle avait l'air particulièrement impuissante et malheureuse. Et l'homme la regarda et réfléchit. Il vit que les pupilles et les lèvres de la fille étaient une rare nuance de rouge. Cela parlait de l'aura d'une grande sorcière. Après quelques hésitations, le monsieur desserra légèrement ses doigts qui serrèrent la gorge de la jeune fille. Finalement, elle a pu respirer normalement. Et soudain, l'homme lâcha complètement sa main. Ayant perdu son soutien, la belle sorcière s'effondra sur le sol, épuisée, et le monsieur se tourna vers l'escalier et appela le majordome. Son cri puissant rompit le silence soudain de la salle. La haute double porte s'ouvrit immédiatement. Derrière elle se tenait un homme âgé, s'inclinant respectueusement. Alors le maître lui ordonna sèchement d'apporter de l'eau pour se laver. Il s'empressa d'exécuter l'ordre avec douceur. Le majordome jeta seulement un regard intéressé à la jeune fille à la fin. En reculant, il commença à partir. Soudain, quelqu'un, de manière inattendue, a poussé le vieil homme sur le côté. Une voix autoritaire exigeait que la route soit dégagée. Une main forte repoussa le majordome qui protestait.
L'invité inattendu tira brusquement sur la poignée et ouvrit brusquement la porte. La belle sorcière, figée de peur, et le puissant gentleman regardèrent l'homme qui entrait. C'était le père Brown. Et maintenant, il demanda avec indignation pourquoi l'homme gardait une sorcière près de lui. La voix de l'homme se brisa de colère. Le monsieur grimaça de mécontentement. On ne pouvait que s'attendre à une telle intrusion de la part d'un ministre d'église. Cependant, l'homme a expliqué qu'il voulait simplement comprendre quel mal une sorcière pouvait causer. À ces mots, l'invité poussa un soupir d'indignation. Pointant la jeune fille d'un doigt tremblant de rage, Brown a déclaré qu'elle ne pouvait pas être gardée dans le bureau. La place de la sorcière était dans le donjon. L'invité s'est même précipité vers le monsieur et a commencé à lui prouver qu'il était absolument interdit de retirer les chaînes. Mais le propriétaire lui a simplement demandé de se retirer. Cela a choqué le prêtre. Personne n'avait jamais utilisé un tel ton envers lui auparavant. Il a même demandé à nouveau. Le maître répondit calmement que son serviteur avait apporté de l'eau. C'est pourquoi il a demandé à l'invité de s'écarter. Cela dit, l'homme se dirigea vers la table. Et le père Brown commença à crier que cela ne marcherait pas. Il expliqua que la sorcière devait être livrée au prêtre. Après tout, l'homme ne réalisait tout simplement pas à quel point elle était dangereuse. Le maître demanda alors si le grand prêtre voulait simplement examiner la sorcière. Après tout, les prêtres n'avaient pas le droit de torturer qui que ce soit. Il est tout à fait possible que les prêtres soient capables de faire encore plus que cela. En disant cela, l'homme retroussa ses manches et commença à se laver les mains dans une bassine d'eau. Le père Brown commença à s'y opposer avec véhémence. Il a dit que les prêtres sont des serviteurs de Dieu, et ils peuvent chasser les démons avec leurs prières. Alors le monsieur sourit et demanda depuis quand les prêtres avaient de telles capacités. Après tout, auparavant, ils utilisaient de l'eau bouillante ou des clous. En entendant ces terribles paroles, la jeune fille décida d'élever la voix. Vienne tenta timidement de s'adresser à l'inquisiteur Maclar. Et soudain, j'ai vu un éclair brillant devant mes yeux. Ses pupilles se rétrécirent jusqu'à atteindre la taille d'une tête d'épingle. En gémissant, la belle sorcière retomba sur le sol. Elle ne comprenait pas pourquoi cela recommençait à se produire à ce moment-là. Tout devint flou devant ses yeux. Les voix du maître et de l'inquisiteur commencèrent à se faire entendre de loin, comme à travers du coton. Désespérée, Viana laissa tomber sa tête sur ses mains menottées. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver maintenant. Pendant ce temps, le monsieur blond disait froidement que les prêtres, comme toujours, devraient être occupés à prier. Et ne vous tournez pas vers la puissance divine. Voyant que le prêtre était glacé d'indignation, l'homme ne se refusa pas le plaisir de le piquer. Et il m'a conseillé de prier plus assidûment. Brown ne pouvait plus supporter ça. Il devint rouge de colère et cria, demandant ce que le propriétaire voulait dire par là. Le silence du propriétaire l'enflamma encore plus. L'invité serra les poings, brûlant de colère. Un instant plus tard, il poussa la table d'un mouvement brusque. Brown a crié qu'il y avait une limite à tout et que le maître ne devait pas se vanter d'un pouvoir sacré. Le bol posé sur la table a volé au sol sous le coup violent. L'eau éclaboussa tout autour. Le propriétaire regarda tout cela avec étonnement. Et puis ses yeux bleus froids s'écarquillèrent de surprise. L'homme remarqua que la majeure partie de l'eau tombait sur la belle sorcière. Et maintenant, Viana était trempée. L'inquisiteur Maclar et le prêtre regardèrent la jeune fille. L'invité ouvrit même la bouche avec surprise. Et Vienne leva son visage mouillé et regarda le monsieur. Un gémissement étouffé s'échappa de ses lèvres. Soudain, la fille ferma les yeux. Des larmes mêlées d'eau roulaient sur ses joues. Elle a compris que tout recommençait. Un instant plus tard, elle tombait déjà inconsciente sur le côté. Voyant cela, le monsieur se précipita vers elle. Il courut vers la fille tombée et s'agenouilla à côté d'elle. L'homme tendit la main et appela Viana. Et soudain, elle ouvrit les yeux. Et maintenant, ils étaient rouges vifs. Maintenant, la fille ressemblait plus à un animal étrange qu'à un humain. Avec du mal à reprendre ses esprits, la jeune fille pensait que sa vie était terrible. Et puis, soudain, elle vit une souris inhabituelle aux yeux écarlates. Elle était en train de grignoter une pomme rouge appétissante. Viana avait terriblement faim, prit la pomme et la porta à ses lèvres. Prenant une bouchée, elle se rappela amèrement de la vie de sa mère et de sa mère. Ils étaient tous les deux malheureux. Et maintenant, la belle sorcière répétait leur destin. Avec difficulté, la fille s'assit et regarda autour d'elle. Vienne vit qu'elle se trouvait dans une grotte semi-obscure. Elle se leva et commença à scruter l'obscurité. La souris qui avait mangé la pomme auparavant a également sauté. Le petit animal s'est précipité vers le trou sombre dans le mur. La fille pensait que la souris se dirigeait vers le passage souterrain et décida d'observer le rongeur.
Soudain, le petit animal releva la tête et devint alerte. Viana écoutait. Une voix a demandé si la sorcière s'était réveillée. 2 personnes descendirent les marches de pierre. L'un d'eux était l'inquisiteur Maclar. Le deuxième était habillé en noir, portait un masque et tenait une valise dans ses mains. Cet homme était médecin. Et maintenant, il dit à l'inquisiteur que le corps de la belle avait été complètement restauré. Mais un examen complet était nécessaire. Viana fut stupéfaite d'horreur lorsqu'elle entendit leur conversation. Elle a essayé de s'ordonner de se réveiller. Après tout cela ne pourrait pas arriver dans la réalité. Et la souris, comme si elle sentait un danger, devint soudain inquiète. Le petit animal tourna sur place et se précipita vers le trou noir. La fille se précipita après elle. Mais elle ne parvint à voir qu'une fine et longue queue qui disparaissait dans l'obscurité du passage souterrain. Alors la belle sorcière comprit que son seul salut était de fuir. Viana courut vers le trou après la souris. À un moment donné, un rocher a bloqué son chemin. Mais il y avait un peu d'espace libre au-dessus. Puis la fille a commencé à grimper. Des pierres tranchantes écorchaient douloureusement mes pieds nus et des gouttes de sueur coulèrent sur mon visage. Et soudain, une des pierres bougea sous mes doigts. La fille perdit l'équilibre et réalisa qu'elle tombait en arrière dans un terrible cachot. Avec elle, le corps d'une petite souris roula du rocher. Des gouttes de sang étaient rouges sur les pierres grises indifférentes. Soudain, Vienne reprit ses esprits en poussant un cri aigu. Assise dans son lit, la jeune fille avait du mal à reprendre son souffle. Elle se couvrit de ses mains et respira lourdement à travers ses gémissements. Le mystérieux docteur masqué et l'inquisiteur la regardèrent en silence. Finalement, l'inquisiteur Maclar a demandé à la fille comment elle se sentait. Cependant, il était déjà évident qu'elle se sentait très mal. Le docteur s'était déjà dirigé vers le lit sur lequel était assise la belle sorcière. Mais le propriétaire l'arrêta en posant sa main sur son épaule. Et Viana tremblait de sanglots, assise sur le lit et se couvrant le visage avec ses mains. Le lit sous elle tremblait. Alors l'inquisiteur remarqua quelque chose et s'approcha rapidement. Il ramassa la couverture qui recouvrait la fille et commença à l'examiner. À cause de son dos, le médecin ne pouvait pas voir ce qui avait suscité un tel intérêt chez le monsieur. Il se tourna vers l'inquisiteur d'un air interrogateur. Il répondit qu'il y avait des taches de sang sur la couverture que la sorcière tenait. Les hommes étaient perplexes. Le médecin a fermement déclaré que cela n'était pas possible. Après tout, il a guéri toutes les blessures de la belle sorcière. L'inquisiteur Maclar prit alors la main de Vienne et la tourna, paume vers le haut. Il y avait de profondes blessures saignantes sur les doigts fins. La fille gémit lorsque les doigts de l'homme touchèrent sa peau. Chaque mouvement lui provoquait une douleur insupportable. La sorcière essaya de retirer sa main, mais le propriétaire la regarda attentivement. Il a remarqué que parmi les blessures récentes, de vieilles cicatrices étaient également visibles. Finalement, le monsieur lâcha la main de Vienne et s'éloigna. Après une pause, il a dit au médecin que l'examen était déjà terminé et lui a demandé de partir. Monsieur Pépin secoua la tête avec indignation. Il a même essayé de s'opposer à l'inquisiteur. Cependant, il n'a rien répondu. Il tourna légèrement la tête et lança au médecin un regard de côté avec ses yeux bleus glacés. Il fut immédiatement embarrassé et recula. Le docteur commença à bégayer et à s'excuser et se dirigea vers la porte. Lorsque le médecin est parti, le propriétaire s'est de nouveau approché du lit et s'est adressé à Vienne. Il a remarqué que les blessures ressemblaient à celles d'une morsure. La jeune fille a alors essayé d'expliquer qu'elle avait été mordue par des souris dans le cachot. Et maintenant, elle a simplement ouvert des blessures non cicatrisées. Cette réponse ne satisfit pas l'inquisiteur. L'homme remarqua avec scepticisme que les vieilles blessures ne saigneraient pas autant. Viana se figea de peur. Depuis qu'elle était arrivée à cet endroit, elle avait réussi à cacher ses cicatrices et ses blessures. Et l'inquisiteur Maclar continuait de la regarder avec ses yeux glacés. Il a dit qu'à chaque saison, les sorcières sacrifiaient une fille. Et maintenant, l'homme suggéra que ce n'était pas un simple sacrifice. En fait, le sang de la victime était donné à boire aux animaux sauvages. Il a réalisé que le sang était nécessaire pour contrôler les animaux. Cela signifie que Vienne était la fille qui a été sacrifiée. En entendant cela, la jeune fille pâlit. Essayant de protester, elle hurla désespérément. La belle était remplie d'un tel désespoir que même la lanterne à sa tête s'est soudainement fissurée. Des vitres sont tombées et de la fumée s'est échappée. Plus que tout, elle aimerait disparaître. Mais l'inquisiteur lui tenait toujours la main et la regardait avec impatience. Ses yeux semblaient pénétrer directement dans l'âme de Vienne. L'homme lui a conseillé de dire toute la vérité. Puis la fille dit doucement qu'en réalité les animaux ne sont pas contrôlés. C'est juste une sorte d'interaction. Le monsieur desserra légèrement la main avec laquelle il serrait ses doigts. Et il a demandé à continuer à parler. La pièce était presque sombre.
Seuls les reflets du feu de la cheminée éclairaient leurs visages. Les ombres s'épaississaient dans les coins. Viana a expliqué qu'elle ressentait simplement la même chose que les animaux qui goûtaient son sang. Mais cela ne sert à rien, car tout se passe dans un rêve. Puis l'inquisiteur Méclar remarqua qu'elle avait trop de morsures inutiles. Et Viana répondit que ce n'étaient que des tentatives infructueuses. Après avoir réfléchi, l'homme dit qu'il avait tout compris. Et ses dénonciations se basaient précisément sur cette capacité à interagir avec les animaux. Mais la jeune fille a nié cela avec véhémence. L'idée même de dénonciation lui était offensante. Cependant, l'inquisiteur sourit avec scepticisme. Il était difficile de croire que la sorcière pouvait voir à travers les yeux des animaux, mais elle n'en a pas profité. Son regard se figea un instant. L'homme réfléchissait intensément à quelque chose. Finalement, il dit pensivement qu'il n'y avait personne dans la gorge de Glada. Les yeux de la fille s'écarquillèrent d'étonnement. Viana a crié fort que cela ne pouvait tout simplement pas arriver. Et l'homme répondit d'un ton moqueur qu'elle parlait avec tant d'assurance, comme si elle avait tout vu de ses propres yeux. Après une pause, il lui a demandé de nommer la région suivante. C'est ainsi que la jeune fille pouvait prouver qu'elle n'avait pas eu recours à la sorcellerie. Regardant d'un air menaçant la belle sorcière, l'inquisiteur la menaça. Mentir aurait pu être une condamnation à mort pour Viana. Dans ce cas, tous ses rapports auraient dû être terminés, et finira par sa propre mort terrible sur le bûcher. Et puis, pendant un instant, la fille se sentit à nouveau comme une petite fille. Sa propre mère s'est penchée sur elle et l'a étranglée de toutes ses forces. Elle aurait vraiment pu mourir. Bien sûr, sa vie n'était pas merveilleuse du tout. Mais cela ne valait pas la peine de mettre fin à tout ça avec une mort aussi précoce. La fille était allongée sur le dos dans une grotte humide et sombre. Sa propre mère a continué à l'étrangler. Devenue folle, elle souhaita la mort de l'enfant. Il y avait des larmes dans les yeux de la femme et de sa fille. Deux paires d'yeux rouges se regardèrent. Deux femmes fortes ont tenté d'éloigner la folle de sa victime sans défense. Le troisième était pressé d'emmener le bébé hors de la grotte. Tenant fermement la main de Vienne, elle l'exhorta à partir d'ici le plus vite possible. La sorcière a crié à la fille qu'elle devait mourir. Déjà à l'entrée, la petite fille regarda en arrière. Il y avait de la tristesse dans ses yeux. Vienne était assise sur l'herbe de la forêt. Devant elle se tenait la même femme qui l'avait conduite hors de la grotte. Elle a ordonné qu'à l'avenir il n'entre plus sans permission. On a demandé si la fille avait compris. En se bouchant les oreilles, Viana comprit que le jour viendrait où elle aussi serait enfermée à l'intérieur. Et ensuite, elle servira la tribu des sorcières pour le reste de sa vie, couverte de saleté et sentant le sang. Maintenant, Viana réfléchissait. Que malgré sa vie pourrie, au moins elle pourra affronter la mort comme elle le souhaite. La voix de l'inquisiteur la ramena à la réalité. Il a exigé que la sorcière lui indique le prochain endroit où ses proches se cachaient. « Siren, Tyren Hill !» a lâché la jeune femme presque en criant. Elle baissa la tête et regarda vers le bas. L'inquisiteur se tenait devant la prisonnière et l'écoutait attentivement. Elle a rapporté qu'une famille de sorcières, adoratrices du diable, vivait à cet endroit. Et je me demandais s'ils étaient vivants. Mais ensuite, j'ai commencé à me rassurer en me disant que de toute façon, quelqu'un devait se cacher là. Maclar a appelé bruyamment le garde à l'extérieur. Il ordonna donc au caporal de se débarrasser immédiatement de toutes les souris qui vivaient dans le passage souterrain. Vienne regarda l'inquisiteur avec un air pitoyable. Il ordonna que cette mesure soit exécutée, ajoutant qu'il ne devait rester ici aucun rongeur en vie. Une voiture aux ornements dorés passait devant une pelouse ensoleillée. À en juger par leur décoration riche, ils transportaient quelqu'un d'important et de significatif. Le gaz au manteau rouge était assis avec une carte dans ses mains. Il a dit que dans 10 jours ils arriveraient à la frontière, où se trouvait la forteresse de Rave. Il demanda au grand prêtre ce qui le troublait. Le visage du jeune homme aux cheveux blancs était caché par un voile. Soudain, sans raison apparente, le cheval qui tirait la voiture se cabra. Son hennissement bruyant assourdit littéralement les passagers. Le prêtre s'inquiéta. Son compagnon lui a demandé pardon. « Je me prépare à aller tout vérifier moi-même. » Ouvrant les portes, il regarda dehors avec méfiance. Un groupe de paysans se tenait debout, la tête baissée. Ils ont prié le grand prêtre de tourner la faveur du Seigneur sur eux. On aurait dit qu'ils étaient les croyants de la ville qui étaient censés être la prochaine sur leur chemin. Et bien que l'arrivée du prêtre ait été gardée secrète, ils l'ont d'une manière ou d'une autre découvert. Le grand a dit que rien ne pouvait être fait. Il a suggéré que cet événement pourrait être un message de Dieu. Et il avait l'intention d'aller vers le peuple. L'escorte a répondu que le temps passé ici retarderait leur arrivée à Raven d'une semaine entière. Le prêtre joignit ses mains aux doigts fins en signe de prière. Il a dit qu'il ne pouvait pas rejeter ceux qui avaient besoin de Dieu. L'assistant bégaya et s'excusa d'avoir réfléchi de manière trop étroite.
et il allait être le premier à sortir vers la foule pour rétablir l'ordre. Le prêtre le suivit, et notre héroïne était assise sur le lit, le visage enfoui dans ses genoux. Ses jambes étaient enchaînées. Il y a une semaine, Maclart s'est lancé dans une chasse aux sorcières, mais pas vers la colline Tyrène, mais vers la gorge de Glada. L'inquisiteur a déclaré qu'il n'y avait personne. Il a insisté sur le fait que si les dénonciations de la sorcière n'étaient pas basées sur la sorcellerie, alors il exigeait que la prochaine région lui soit désignée. Maintenant, elle réalisa que Maclar l'avait trompée. Au départ, personne n'a été envoyé dans cette gorge. Il y eut un grincement de charnière. La porte s'est ouverte. La sorcière a été accueillie. Le docteur Pepin lui a demandé si elle était heureuse de vivre seule depuis une semaine. La fille s'est redressée. La brune fredonnait rêveusement quelque chose pour elle-même. Il s'avança tranquillement vers le captif. Elle appela bruyamment l'inquisiteur. Viana informa le médecin qu'avant la campagne militaire, personne n'était autorisé à entrer dans cette pièce par ordre de M. Méclar. M. Pépin a demandé à la sorcière de ne pas s'inquiéter à ce sujet. Après tout, aujourd'hui, derrière lui se tenait un gentleman occupant une position plus élevée. La clé brilla dans les mains du docteur. En le démontrant, il a assuré que la sorcière aurait dû en être heureuse. Bientôt, les chaînes tombèrent de la jambe de la fille. Pépin assura aux prisonniers qu'ils allaient se promener. Vienne et le docteur marchèrent longtemps en terrain découvert. La jeune fille demanda avec lassitude combien de temps encore il devait encore marcher. Pépin regarda sournoisement la jeune sorcière. Il lui ordonna de ne pas être capricieuse, car le but de la promenade était déjà proche. Bientôt, le sol commença à s'effondrer sous leurs pieds. La fille a eu peur. Ils se tenaient au bord de la fosse. Il y avait une montagne de corps humains au fond. Le visage déjà mince de la sorcière aux yeux rouges s'allongea. Elle se demandait pourquoi elle se trouvait maintenant à côté d'un cloaque à cadavres. Viana jeta un regard méfiant au docteur. Il y avait un récipient en bois à côté de l'homme. La fille était perdue. Pépin lui a dit de ne même pas penser à s'enfuir. Il fit remarquer à la sorcière qu'il y avait ici un espace ouvert où elle serait visible de partout. Un rire profond et malicieux retentit. Mais la fille ne pensait pas du tout à ce genre de choses. Elle a demandé une réponse pour savoir si tous ces corps étaient vraiment ceux des sorcières. Vienne leur a rappelé l'accord selon lequel toutes les sorcières, sauf elle, seraient immédiatement exécutées sur le lieu de leur découverte. Le médecin prit silencieusement le récipient et versa le liquide sur la tête fragile de la jeune fille. Et puis il l'a laissé tomber. Il a dit qu'il avait glissé. La sorcière a demandé ce qu'ils avaient reversé sur elle. Des gouttes coulèrent sur son visage, dégoulinant de sa barbe et de mèches de cheveux. Pepin a déclaré qu'il avait finalement obtenu la permission de vérifier. Le rugissement d'un animal se fit entendre dans le fourré. La sorcière regarda le bruit avec appréhension. Le médecin a insisté sur le fait que ces bruits n'étaient rien, parce que des prédateurs affamés parcouraient souvent ces zones. Il a rapporté que si l'eau médicinale renversée sur lui attirait même un tout petit peu d'animaux par son odeur, il serait assez facile d'attirer les animaux. L'homme a demandé aux prisonniers de ne pas trop s'inquiéter. Après tout, des préparatifs spéciaux ont été faits au cas où, et des archers ont été postés autour du périmètre. Le médecin a dit qu'il faudrait encore verser un peu de sang. Il pensait que les prédateurs n'avaient peut-être pas réagi au froid. Pépin sourit diaboliquement, et il a demandé comment c'était avec celui qui venait de se renverser. Des larmes coulaient sur les joues de la jeune fille. Vienne compara soudain les paroles de Pépin avec la conversation avec l'inquisiteur. L'horreur et le désespoir se reflétaient dans ses yeux. Mais les prédateurs affamés, découvrant leurs dents et pulvérisant leur salive, s'approchèrent inexorablement de la fragile jeune fille. La sorcière a tenté de s'échapper en traînant une lourde chaîne derrière elle. Le médecin lui a crié que les prédateurs l'attraperaient de toute façon et qu'il ne servait à rien de les mettre en colère. Pépin riait en regardant la photo. Mais il assura à la jeune fille que si elle pouvait le supporter maintenant, elle lui en serait très reconnaissante à l'avenir. Viana courut aussi vite qu'elle le pouvait. Elle savait qu'aucune bête dans ce monde ne lui ferait de mal. Il ne pouvait que la souhaiter. Et après avoir goûté son sang, ils ont réprimé leur agressivité. Mais même en sachant cela, la fille a essayé de s'enfuir. Et ce qui l'effrayait vraiment, c'était le sort cruel de la grande sorcière. Viana a commencé à se plaindre comme une petite fille. Le sort de la grande sorcière s'est répété même à cet endroit. La fille se demandait si Maclar allait utiliser ce pouvoir une fois qu'il serait confirmé. Elle ne pouvait pas parler de Pépin, mais il la tuerait au moment même où les résultats de l'expérience seraient confirmés. La jeune fille pensait qu'elle serait alors probablement brûlée sur le bûcher. Son pied nu a trébuché sur un petit rocher. Les mains entravées, Viana était incapable de maintenir son équilibre et s'effondra au sol. Le prédateur s'approchait d'elle inexorablement.
Le loup attrapa la sorcière par le bras, fermant ses mâchoires sur elle juste au-dessus du poignet. Le sang a giclé. Au moment où l'animal a goûté le sang de Vienne, ses yeux sont instantanément devenus rouges. Le deuxième loup était également pressé d'arriver au festin, goûter la chair vivante d'une victime faible déjà capturée par un autre. La fille commença à gémir lorsqu'elle réalisa l'inévitable. Le prédateur a fait le dernier élan. Ses yeux ambrés étaient fixés sur sa proie. La bouche s'ouvrit, révélant 2 rangées de dents acérées. Des larmes jaillirent des yeux de la sorcière. Elle pensait qu'à la fin, même la mort serait horrible. Mais soudain, le loup qui courait vers la sorcière se mit à hurler bruyamment. Des flammes bleues enveloppèrent son corps. Le prédateur aux yeux rouges, après avoir goûté au sang, a libéré sa victime. Il se colla contre le sol et trembla de tout son corps de peur. Un grognement profond se fit entendre. Viana regarda par-dessus son épaule. Un cheval est entré dans son champ de vision. L'inquisiteur s'assit dessus, serrant fermement les rênes. Le docteur Pépin fut surpris par la surprise. Il bégayait tandis que M. Maclar demandait « J'ai fini ici ». L'inquisiteur descendit de cheval. Il a répondu qu'il devrait demander au médecin respecté. Il se rappelle qu'avant de partir, il avait donné l'ordre d'enfermer la grande sorcière. Et maintenant, il était bouleversé par ceux qu'il voyait. Pendant ce temps, le loup, frappé par une flamme bleue, se tordait sur le sol, rendant son dernier souffle. L'inquisiteur lança un regard noir à M. Pépin, s'attendant à ce qu'il réponde de ce qu'il avait fait. La sorcière s'assit par terre, n'en croyant pas ses yeux. Le docteur sourit en coin. En bégayant, il commença à se justifier en disant qu'il suivait les ordres du grand prêtre. Il a demandé à attendre une seconde et a commencé à fouiller dans ses poches. Et ayant repêché un paquet des profondeurs, il le remit à l'inquisiteur. C'était l'ordre du grand prêtre. La sorcière conclut que Maclar n'en savait rien du tout. Pépin a commenté que le document indiquait que le grand prêtre arriverait pour sa visite plus tard que prévu. Et il ordonna de tester à l'avance le pouvoir de la sorcière. Maclar baissa les yeux et pensa que les mesures avaient été prises plus rapidement qu'il ne l'avait prévu. D'un seul coup, des mains fortes déchirèrent le message du grand prêtre en 2, le déchirant. Pépin, effrayé, demanda ce que faisait l'inquisiteur. Les yeux bleus transpercèrent froidement le docteur. Maclar demanda avec colère si le docteur avait vraiment mis en scène tout ce spectacle à partir d'un simple bout de papier. Le seigneur inquisiteur rappela que Rave était sa forteresse, tout comme l'Inquisition, qui n'était subordonnée qu'à lui. Maclar a déclaré que personnellement, il ne se souciait pas du tout de savoir qui adorait qui. Cependant, il n'allait pas laisser ses ordres être désobéis dans sa forteresse. Le docteur Pépin demanda timidement pardon, et il a promis d'être plus prudent à l'avenir. Maclar déclara que cette fois-ci, il pardonnerait à l'impudent au prix de la lettre déchirée. Ayant perdu tout intérêt pour le docteur, le monsieur tourna son attention vers la sorcière. Il lui prit les mains et l'aida à se relever du sol. Il a dit que ses jambes allaient bien. Il lui a alors demandé pourquoi elle était assise par terre. Viana essaya de bégayer quelque chose. Faisant tourner son cheval, Maclar donna l'ordre de retourner à la forteresse. Et bientôt le trio quitta la scène en groupe. Mais à proximité, dans les buissons, un prédateur se cachait, ayant goûté au sang de la grande sorcière. Il est passé inaperçu. Les yeux rouges trahissaient le lien avec une victime inhabituelle. Les yeux de Viana étaient à nouveau bandés. L'inquisiteur la conduisit dans le château, la tenant par la chaîne. Il m'a exhorté à aller plus vite. La fille a crié de douleur. Le sang s'infiltrait à travers les bandages. La morsure saignait. À travers le bandeau, elle a vu du feu. Et faisant preuve de curiosité, elle retira le bandage avec sa main afin de comprendre où elle se trouvait. Dans la pièce luxueusement meublée, un feu brûlait. Une chaleur agréable se répandit dans toute la pièce. Il y avait des documents qui traînaient sur le sol. Le pied nu de la sorcière marchait sur le tapis moelleux. La fille se demandait où elle était. Viana s'accroupit et commença à sentir le tapis avec ses mains. Les sensations la rendaient ravie. Maclar observait l'épîtrerie. Il se demandait si la sorcière était si courageuse ou simplement stupide. La jeune fille leva la tête et rencontra le regard de l'inquisiteur. Elle demanda pardon, confuse et timide, de ne pas avoir remarqué le monsieur. L'homme lui a demandé d'oublier. Et il a appelé Vienne plus près. Lui-même s'installa confortablement, affalé sur le canapé. Il ramassa les feuilles et commença à les lire. La jeune sorcière resta docilement là tandis que l'inquisiteur lisait le document. Une fois terminé, Maclar a demandé si la fille avait été traitée correctement. La sorcière haleta et assura que cela s'était probablement produit sur le chemin ici. Elle supposa qu'elle avait peut-être dérangé la blessure lorsqu'elle fut tirée par les chaînes. Le monsieur était surpris que son corps saigne si souvent. Et il était surpris qu'elle soit encore en vie.
Maclar a ordonné à la sorcière de décrire en détail l'apparence de la bête qui lui a mordu la main. La jeune fille a assuré que le monsieur n'aurait pas dû prendre la peine d'attraper cet animal. De toute façon, le loup était voué à mourir peu de temps après avoir réagi une fois. L'inquisiteur demanda comment Vienne pouvait être sûre de cela. Elle a répondu que ce genre de choses arrivait toujours. Sinon, elle serait tout simplement devenue folle. Après tout, échanger des sentiments avec un si grand nombre d'animaux était très difficile. Les yeux bleus fixèrent la fille. L'inquisiteur dit qu'il ne comprenait pas. Si elle ne pouvait pas contrôler la bête, alors pourquoi a-t-elle abandonné son corps? Être déchirée à cause d'une relation courte et ponctuelle. Vienne a assuré que c'était la seule façon de prévoir la menace qui s'approchait de ces terres. Il aurait pu s'agir d'une inondation majeure, d'un tremblement de terre ou de glissement de terrain dont seuls les animaux étaient au courant. Maclar s'est soudainement souvenu. Ce que les prêtres lui ont dit. Il prétendait que les sorcières étaient si malchanceuses que même les catastrophes naturelles les épargnaient. Viana a assuré au monsieur qu'il n'avait rien à craindre. Elle ne savait pas quand, mais dans un jour ou deux, ce loup serait fini. Maclar répondit que si la sorcière n'avait pas menti, elle pourrait vivre ici pour le moment. La sorcière fut surprise, car il s'agissait des appartements personnels de l'inquisiteur. L'inquisiteur lui assura qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de rester à proximité et de surveiller Vienne pour s'assurer qu'elle répondait. La fille a demandé pourquoi le monsieur devait regarder ça. Après tout, la réponse pourrait survenir à tout moment du jour ou de la nuit. Maclar a assuré que dans ce cas, Vienne aurait dû rester ici jusqu'à ce qu'elle se présente. Il a dit que la sorcière pouvait essayer de s'échapper autant de fois qu'elle le voulait, mais elle ne pouvait pas quitter cette pièce sans permission. Viana était assise par terre contre le mur. Ses mains étaient menottées. Elle se sentait donc mal à l'aise. Je me sentais somnolent. À un moment donné, une planche du plancher a craqué. Cela a perturbé son sommeil. Un cri involontaire s'échappa. L'inquisiteur se dirigeait vers la porte. Un manteau était jeté sur son épaule. Viana a demandé s'il était parti. La réponse a été affirmative. Maclar a déclaré qu'il ne serait absent que quelques heures. J'espérais que rien d'étrange n'arriverait à la fille pendant cette période. L'inquisiteur saisit la poignée de la porte avec détermination. Bientôt, il marchait déjà à grandes enjambées dans le couloir. Le gentilhomme sortit dans la cour du palais. Là-bas, la vie battait son plein. Tout se déroulait comme d'habitude. Sur le sol se trouvaient 2 civières recouvertes d'un drap blanc. Du sang frais transparaissait sous forme de taches écarlates. Une semaine s'est écoulée depuis que Maclar a installé la grande sorcière dans ses chambres. La sorcière n'a jamais dormi pendant tout ce temps. L'inquisiteur s'est posé la question. Pourquoi? Et comme s'il se répondait à lui-même, il supposait qu'elle essayait ainsi d'éviter une réponse. J'ai ouvert la porte. La femme était assise, attachée à une chaise. Elle a crié. Le garde reconnut l'inquisiteur et le salua. Maclar a demandé si c'était la sorcière que Glada avait capturée dans la gorge. La femme pleurait et implorait la pitié. Des larmes coulaient sur ses joues. Tout le corps tremblait. Elle a assuré que seule la grande sorcière était la seule à posséder un véritable pouvoir de sorcellerie. La victime a affirmé qu'elle et les autres sorcières étaient innocentes. Le monsieur a demandé si par pouvoir unique elle entendait la réaction des animaux sauvages. Le visage du malade s'éclaira. Elle était surprise et heureuse que le monsieur sache déjà tout. Il a confirmé. Maclar se demandait pourquoi seule la grande sorcière était capable de répondre. La femme hoqueta nerveusement. Et puis elle a dit que c'était pour prédire la fin du monde. La grande sorcière était un sacrifice au nom de la recherche de la bête, ce qui provoquerait la fin du monde. Maclar a déclaré avec assurance qu'il considérait le sujet de la fin du monde comme rien d'autre qu'une absurdité. Et la femme lui raconta que depuis longtemps une légende circulait de bouche en bouche parmi les sorcières. Un jour, une bête devait apparaître et entraîner ce monde vers la destruction. Et pour éviter cela, la sorcière a dû retrouver cette bête avec l'aide de la réponse. Monsieur Maclar a demandé comment les sorcières allaient retrouver cette créature. Le prisonnier a insisté sur le fait que si la bête ne mourait pas après avoir répondu à l'appel de la sorcière, cela signifierait qu'elle était l'incarnation du diable, liée à la sorcière. L'inquisiteur a demandé ce qui se passerait après que les sorcières auraient trouvé cette bête. La femme hésita, choisissant ces mots. Elle a dit qu'en tuant la grande sorcière qui avait lié l'âme à cette bête, la fin du monde pourrait être évitée. L'homme a résumé ce qu'il avait entendu. Afin d'arrêter la fin du monde, les sorcières ont progressivement nourri les animaux avec le sang de la fille aux yeux rouges. Et dès qu'une bête apparaît et survit, les femmes de sa tribu la tueront. Les poings serrés trahissaient une tension nerveuse. L'homme a perdu le contrôle de lui-même et a commencé à étrangler le prisonnier.
Il était d'autant plus préparé qu'elle avait inventé tout cela elle-même, nourrissant une rancune contre la grande sorcière. Maclar a assuré que la grande sorcière avait été capturée. Maintenant, elle n'avait aucun moyen de trouver la bête. Et peu de temps après, elle sera livrée au feu. Il a demandé s'il n'y avait vraiment plus personne pour arrêter la fin du monde. En regardant la guillotine, il dit à son assistant qu'il n'y avait plus de raison de la garder en vie. L'inquisiteur a ordonné aux gardes de régler eux-mêmes les choses. Je me suis tournée pour partir. La femme a demandé à attendre. Le captif attaché se mit à crier après lui qu'il y avait une autre grande sorcière. Maclar s'arrêta, figé. Ses yeux bleus se plissèrent de méfiance alors qu'il fixait la sorcière. Il a dit que selon les rumeurs, il n'y avait qu'une seule grande sorcière. Et il a demandé si le menteur avait décidé de lui raconter à nouveau des contes de fées. La femme bégayait et nia. Elle a dit que l'essence de la grande sorcière se transmettait par le sang. Mais il n'y a pas longtemps, la mère de la grande sorcière a donné naissance à un autre enfant. Et peu de gens le savaient encore. Maclar se demandait si ce pouvoir était hérité par le sang, ce qui signifiait que la mère devait également posséder ce pouvoir. La sorcière, attachée à une chaise, tremblait de tout son corps. Elle a insisté sur le fait qu'ayant perdu son don, le dernier devoir de celle aux yeux rouges était de laisser derrière elle une descendance. L'inquisiteur a dit que même si cette personne était une sorcière, elle aurait difficilement pu concevoir par elle-même. Et la question s'est posée de savoir qui était le père. Des larmes coulaient de manière incontrôlable des yeux de la sorcière. En bégayant, elle raconta à Maclar tout ce qu'elle savait. Les mots lui venaient difficilement. L'inquisiteur n'était visiblement pas prêt à entendre cela. Il repensa à beaucoup de choses, croyant aux paroles de la sorcière. Vieille sorcière a dit que c'était impossible. Et apparemment personne ne pouvait savoir exactement qui était le père de cet enfant. Le sang d'une grande sorcière ne convient pas à tout le monde. Elle doit donc recevoir le sperme de différents hommes jusqu'à ce que l'un d'eux donne naissance à un enfant. En regardant la sorcière ramper devant lui, l'inquisiteur ressentit du dégoût. Il pouvait en partie comprendre le comportement de Viana. Auparavant, il s'était demandé comment la jeune fille pouvait quitter si facilement ses compatriotes. Viana semble avoir facilement coupé tous les ponts. Mais maintenant, en regardant la femme misérable et déchue, l'inquisiteur comprit tout. Cette tribu ne méritait pas le sacrifice de la grande sorcière. Maclar en savait désormais suffisamment et n'avait plus besoin d'informations supplémentaires. Il se dirigea vers la sortie, ordonnant au bourreau de terminer le travail. La sorcière essaya de lui crier quelque chose, mais l'inquisiteur ne l'écouta pas. En partant, il n'entendit que des gémissements et des malédictions volées dans son dos. Pendant un instant, l'homme eut pitié de Vienne, et il pensait même qu'il serait mieux pour lui de ne rien savoir. L'inquisiteur quitta le sous-sol et se dirigea vers ses appartements. Mais au moment où il saisissait la poignée de la porte, Maclar entendit quelqu'un l'appeler. En se retournant, il vit l'un des gardes. L'homme était clairement inquiet de quelque chose, mais il n'osait pas parler directement. Le monsieur s'est arrêté et a attendu que le garde s'approche. Ce n'est qu'après cela que l'inquisiteur s'enquit de la raison du retard. Le garde qui se tenait devant lui était désespérément inquiet. Son visage était couvert de grosses gouttes de sueur et ses yeux brillaient fiévreusement. Finalement, l'homme a pris sa décision. Il demanda combien de temps encore le maître comptait garder la sorcière dans son château. Poser une telle question au grand inquisiteur était une audace inouïe. C'est pourquoi Maclar était assez surpris. Il s'arrêta et haussa les sourcils d'un air hautain. Et puis il a demandé dans quel but le garde posait cette question. Alors l'homme répondit que les guerriers n'avaient plus besoin des services de la grande sorcière. Ces dénonciations ne sont pas nécessaires pour purifier Temfei. Il serait donc préférable qu'après la visite du grand prêtre, l'inquisiteur profite de l'occasion. Il pourra revenir dans la capitale. Après tout, les autres prêtres parlaient sans cesse ces derniers temps. Beaucoup pensaient que l'inquisiteur gardait la sorcière à des fins personnelles. Voyant l'indignation de Maclar, le garde s'est immédiatement précipité pour l'assurer de la loyauté des soldats. Les guerriers ne croyaient pas un seul mot des ragots. Cependant, beaucoup ne comprenaient toujours pas pourquoi l'inquisiteur Maclar était prêt à supporter les ragots et les médisances à cause d'une sorcière. Cette conversation commença à irriter le monsieur. Son regard était glacial tandis qu'il conseillait aux gardes de ne pas tirer de conclusions hâtives. Après tout, si l'inquisiteur avait envoyé la sorcière dans la capitale sans être convaincu de ses capacités, cela aurait pu mal finir. Il ne devrait y avoir aucune erreur. Le garde était embarrassé. Il ne comprenait pas tout le plan mais obéissait à son maître et au grand inquisiteur Maclar. Et le propriétaire a fermement déclaré qu'ils faisaient tout simplement leur travail. Et il a conseillé de ne jamais oublier le devoir, en succombant aux émotions.
Après avoir terminé la conversation, l'homme se retira dans sa chambre. Cette journée a été très difficile et semblait interminable. Et maintenant, se frottant le visage avec lassitude, il pensait à ce qu'il avait appris de la sorcière. Cela valait également la peine de peser chaque mot que Viana disait. Pour la dernière fois, elle désigna la gorge de Glada et la colline de Tairen. Ces deux endroits se sont révélés être des refuges. Mais cela ne fournissait toujours aucune preuve à l'inquisiteur. La fusion avec les animaux n'a peut-être rien à voir avec cela. Les seuls animaux que Vienne pouvait utiliser dans le donjon étaient des rats. Cela signifie qu'elle pourrait obtenir des informations sur un petit territoire. Cependant, les connaissances de la jeune fille s'étendaient à des zones que les rats ne pouvaient pas atteindre. Cela signifie qu'elle cachait une autre capacité. Il fallait régler tout cela le plus rapidement possible. Après tout, il ne restait plus beaucoup de temps avant l'arrivée du grand prêtre. Ici, de manière inattendue, Maclar se souvint de son propre conseil aux gardes. Il a dit aux guerriers de ne jamais oublier son devoir tout en se laissant guider par ses émotions. Tout cela était complètement inopportun avant l'arrivée du grand prêtre. L'inquisiteur se creusait la tête pour tenter de résoudre un problème difficile. Alors que l'inquisiteur Maclar traversait la galerie, il remarqua que la lune était pleine. Ce fait remplit son âme d'anxiété. L'homme ouvrit la porte et entra dans sa chambre. Il y avait un silence étrange et tendu. Maclar devint méfiant. En passant devant la table, il saisit l'épée qui se trouvait dessus et appela Vienne. La fille n'a pas répondu. C'était bizarre. Et puis l'homme remarqua de longues mèches de cheveux éparpillées sur le tapis. En s'approchant, il vit une belle sorcière. La fille était allongée sur le tapis, à ses pieds. La sorcière ne bougea pas. Et elle n'a même pas réagi d'aucune façon au bruit de ses pas lourds. L'inquisiteur Maclar fronça les sourcils, alarmé, et s'approcha. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai entendu la respiration calme et le léger ronflement de Viana. Une semaine entière s'est écoulée. Et finalement, la fille s'est endormie directement sur le sol, malgré les chaînes et autres désagréments. Elle dormait maintenant profondément, ses mains enchaînées repliées sous sa joue. Dans le rêve, le visage de la sorcière était beau et sans défense, comme celui d'un enfant. Soudain, un gémissement s'échappa de ses lèvres. Viana serra les dents comme si elle avait mal. Un instant plus tard, son corps tout entier fut pris d'un spasme. Sans se réveiller, la fille cambra le dos et hurla. L'inquisiteur la regarda, les sourcils froncés sévèrement. Il réalisa qu'il voyait devant lui le début de la fusion d'une fille avec un animal. L'homme se souvient avoir posé cette question à Vienne. Il était très intéressé de savoir à quoi cela ressemblait et si son sommeil était différent de d'habitude. La fille a alors dit que la fusion avec un animal pouvait être facilement déterminée. Après tout, le site de la morsure commence à saigner. Se souvenant de cela, Maclar sauta vers la sorcière et lui saisit la main. De toutes ses forces, il déchira le bandage qui recouvrait la blessure. Les fines feuilles s'étalèrent sous ses doigts. Une peau blanche et douce a été révélée. Parmi les vieilles cicatrices, une blessure récente se détachait avec du sang écarlate brillant. L'inquisiteur Maclar savait désormais exactement ce qu'il voyait devant lui. À ce moment-là, sous ses yeux, la sorcière a fusionné avec l'animal. Le corps de la fille se débattait à ses pieds. Elle respirait lourdement. Des larmes coulaient de ses yeux. L'homme la regarda avec de grands yeux. Il lui était difficile d'imaginer le tourment que la belle sorcière ressentait à ce moment-là. Maclar a essayé d'imaginer le nombre exact de cicatrices qui traversaient le corps de la jeune fille. Il était tout simplement impossible de vivre tout cela autant de fois. Soudain, quelque chose de subtil a changé. L'inquisiteur devint alerte, reniflant l'air. Une étrange odeur sucrée apparut quelque part dans les chambres. Ça sentait un peu le vin fort. Cela semble être un autre des signes caractéristiques du début de la fusion. C'est à ce moment-là que la sorcière a dû se sentir comme un animal. Maclar se pencha sur Vienne allongée. Elle dormait profondément. Les sourcils étaient froncés et les bras et les jambes tremblaient légèrement. De grosses gouttes de sueur étaient visibles sur le visage de la jeune fille. Tout cela ne pouvait pas être appelé un sommeil calme et serein. Et à ce moment-là, la belle sorcière se sentait comme un loup sauvage de la forêt. Il vola rapidement à travers le fourré de la forêt. Les yeux de l'animal brûlaient d'un feu écarlate et colérique. Des gouttes de salive tombaient de la bouche ouverte au croc dénudé. Le loup se dirigeait vers une clairière à la lisière de la forêt. Là, sur un arbre tombé, devant un feu, était assis un bûcheron seul. Le loup le regarda de derrière l'arbre et se précipita en avant. Des pattes fortes portèrent le corps puissant vers l'avant sans retenue. Sautant dans la clairière, le loup s'élança vers le haut dans un élan décisif. Dans un instant, il allait inévitablement enfoncer ses crocs dans la gorge d'un homme sans défense. Et soudain,
À quelques centimètres de sa cible, son saut s'est arrêté. Une courte lame de poignard transperça le côté droit de la bête. Une seconde plus tard, tout était fini. La bête gisait sans vie sur le sol. La bouche dénudée ne pouvait plus faire de mal à personne. Avec un regard pâlissant, le loup vit les gens qui l'entouraient. Le bûcheron qui se tenait devant se pencha et retira son poignard de sa victime. Au même moment, Vienne ouvrit les yeux avec un gémissement. Ses pupilles étaient anormalement dilatées, et des larmes coulaient sur son visage. La fille pressa ses mains sur son visage et gémit qu'elle ressentait quelque chose de terrible. Mais ce n'étaient pas ses sentiments, mais ceux de la bête qui avait fusionné avec elle. C'était une bête qui a attaqué un bûcheron. Mais elle ne voulait absolument pas tuer quelqu'un. Ce souhait appartenait au loup, pas à la sorcière. Cependant, se sentir comme un meurtrier était trop effrayant. Et maintenant, Vienne ne pouvait pas se calmer. L'inquisiteur Maclar la secoua par les épaules, essayant de la ramener à la raison. Mais la jeune fille venait de ressentir sa propre mort et ne faisait que gémir. Elle était complètement folle. Et l'homme n'avait d'autre choix que de la secouer plus fort et de crier fort. Puis la belle sorcière leva enfin les yeux vers lui. Il y avait encore un sentiment d'horreur accablant en eux, mais elle le reconnaissait toujours. Voyant que Vienne commençait à reprendre ses esprits, le gentilhomme relâcha un peu ses mains. Après cela, il laissa la jeune fille s'abaisser avec précaution sur le tapis. L'inquisiteur lui a demandé si elle avait vu des rêves. La jeune fille répondit affirmativement à peine. Maclar lui a alors demandé de quoi exactement elle avait rêvé. Mais Viana ne voulait pas le dire. Elle a seulement dit qu'il n'y avait rien de spécial dans le rêve. Ici, sa gorge se serra d'excitation. Viana toussa. Voyant cela, l'homme décida de lui donner quelque chose à boire. En se retournant, il vit une tasse d'eau sur la table et tendit la main vers elle. Debout juste devant Vienne, l'inquisiteur lui tendit une coupe. Le visage de l'homme était impassible, mais ses yeux brillaient d'anxiété. Il approcha la coupe de la belle sorcière, et elle tendit les mains vers elle. Ses doigts tremblèrent violemment et sa voix était étouffée et brisée. La jeune fille remercia le monsieur et accepta la tasse. Cependant, elle ne pouvait pas le retenir à cause du tremblement. La tasse penchait dangereusement. Elle était presque sur le point de tomber des doigts faibles de Viana. Cependant, au dernier moment, Maclar a rattrapé le navire. L'homme remit la tasse dans ses mains. Cependant, il ne retira pas le sien, tenant les doigts tremblants de la sorcière. Elle tendit la main vers l'eau avec ses lèvres sèches. Le sang coulait toujours sur ses mains levées et menottées. L'inquisiteur Maclar la regarda attentivement. Il y avait beaucoup de choses dans son regard. De l'irritation, de la compassion et de l'attention. Soudain, il retira ses mains et s'éloigna. L'homme baissa les yeux et fit froidement remarquer qu'elle était trop compliquée. Et soudain, une clé apparut dans sa main. Viana se figea, effrayée de croire ses yeux. Et soudain, Maclar détacha les chaînes de ses mains et les ôta. Après cela, il lui a simplement dit de boire enfin un peu d'eau. La fille leva les yeux vers lui. Elle était simplement assise là, sur le tapis, et l'inquisiteur la dominait de toute sa puissance. En la voyant, il lui dit avec beaucoup de réserve qu'elle ne devrait rien inventer pour elle-même. Il était simplement irrité par le bruit incessant des chaînes. Viana le regarda timidement. Elle était heureuse d'être libérée de ces chaînes détestées, même pour un petit moment. Alors elle a simplement accepté. Pendant qu'elle buvait, l'homme se tenait en face d'elle et regardait. Il était déjà complètement maître de lui-même, de sorte que rien ne se lisait sur son visage. La fille but un peu d'eau et soupira de soulagement. Elle se sentait beaucoup mieux et sa toux s'est atténuée. Alors l'inquisiteur prit la coupe et la posa sur la table. Il remarqua involontairement que de petites taches de sang noircissaient sur le bord. Se retournant vers la jeune fille, il continua son interrogatoire. Maclar avait besoin de savoir ce qui se passait ensuite. Baissant les yeux d'un air coupable, Vienne répondit que le loup avait croisé un homme dans la forêt et était sur le point de l'attaquer. Cependant, il a été arrêté par un groupe de personnes. À cela, Maclar nota que ce loup avait déjà été aperçu tout près du château. Il s'intéressait cependant au fait que des gens avaient installé un campement à la lisière de la forêt. C'était bizarre. Mais ce qui semblait encore plus étrange, c'était qu'il s'agissait de chasseurs expérimentés qui tuèrent la bête d'un seul coup de poignard. L'histoire de la jeune fille n'inspirait pas confiance à l'inquisiteur. Il a décidé qu'elle ne méritait pas qu'on lui fasse confiance. L'homme s'est détourné. Mais la sorcière essaya alors de l'attraper par l'ourlet de son manteau et commença à lui assurer qu'elle disait la vérité. Voyant la méfiance du monsieur, la jeune fille essaya de se rappeler au moins autre chose. Soudain, elle s'en rendit compte. L'inquisiteur avait déjà saisi la poignée de la porte lorsque Vienne lui cria dessus. Elle se souvint que les gens de la forêt avaient d'étranges yeux noirs. Maclar s'est arrêté.
Sans se retourner, il demanda à nouveau. L'homme voulait s'assurer qu'il avait vraiment entendu quelque chose à propos des yeux au beurre noir. Et Viana répondit fermement qu'elle s'en souvenait très bien. Et ce n'était pas du tout un accident. Tous ces gens qu'elle a vus à travers les yeux du loup dans ses derniers instants de vie, avec les yeux très noirs. C'est pourquoi elle s'en souvenait. Alors l'inquisiteur réfléchit. La grande sorcière n'a jamais quitté les terres de Temfei. Cela signifie qu'elle ne pouvait rien savoir sur le peuple monstre d'Iphone. L'homme s'approcha de nouveau de Viana, qui était assise par terre. Elle le regarda avec soumission et un peu effrayée. McClart regarda à nouveau la tasse. Son regard se posa à nouveau sur l'empreinte sanglante sur le bord. Il était exactement à l'endroit où les lèvres de la sorcière touchaient le récipient. L'homme tourna lentement son regard vers le visage de la fille. Elle le regarda droit dans les yeux, tendue, pleine d'espoir. Les lèvres étaient légèrement tachées de sang. Et puis l'inquisiteur sentit à nouveau cette même odeur sucrée. Cette fois, c'était si fort et dense qu'on avait envie de le goûter. Soudain, l'homme tomba au sol, juste devant la sorcière. Il a dit que la fille ne mentait pas et qu'elle pouvait effectivement fusionner avec l'animal grâce à son sang. McClart tenait la tasse avec l'empreinte sanglante des lèvres de Viana dans sa main et la regardait pensivement. Maintenant, il croyait au pouvoir du sang de la sorcière. D'une anxiété incompréhensible, le cœur de la jeune fille se serra et se mit immédiatement à battre 2 fois plus vite. Ses yeux s'écarquillèrent sous l'effet d'un pressentiment alarmant. Et l'inquisiteur, assis en face d'elle sur le tapis et tenant une coupe avec des traces de sang, la regardait droit dans les yeux. Il voulait savoir ce qui pouvait arriver à une personne. Viana poussa un cri et tendit la main vers la tasse. Et McClart demanda ce qui lui arriverait s'il buvait le sang de la grande sorcière. La jeune fille, trébuchant et tremblante, marmonna quelque chose. Elle était effrayée avec style et des larmes coulaient sur ses joues. Se précipitant vers l'inquisiteur, Vienne tenta de l'arrêter. Elle a crié qu'il deviendrait un démon. Interceptant sa main avec la tasse, la fille répéta plus doucement. Selon elle, une personne qui boit son sang perdra la tête et deviendra un démon. En entendant cela, l'inquisiteur resta figé un instant et leva immédiatement la coupe plus haut. Il était nettement plus grand que Viana, même assis sur le sol. La fille tendit tout son corps vers lui, essayant d'attraper la tasse. Et puis elle croisa immédiatement le regard froid du monsieur. Maintenant, la belle sorcière le regardait droit dans les yeux. L'homme sentit quelque chose d'étrange. C'était comme si une brume écarlate parfumée l'enveloppait. Les deux étaient seuls dans les grandes chambres, éclairés seulement par le feu de la cheminée. Cependant, il y avait quelque chose d'invisible à l'œil, quelque chose de magique, dans l'air entre eux. Cela n'a duré que quelques secondes jusqu'à ce que l'inquisiteur se débarrasse du sort. Il a déclaré froidement qu'il n'était pas du tout surpris. Maintenant, ayant appris que le sang d'une sorcière est un poison pour les humains, il devint encore plus sévère. Se redressant, McClart regarda la fille avec désapprobation. Hochant la tête en pensant à certaines de ses propres pensées, l'homme boutonna le col de sa chemise et se détourna. Ces pensées étaient déjà quelque part au loin. Prenant une épée dans un fourreau sur la table, le gentilhomme appela le garde. Il ordonna au garde venu à l'appel d'appeler le docteur Pépin. Viana le regarda avec peur et tristesse. Elle ne savait pas ce qui avait pu passer d'autre dans l'esprit de l'inquisiteur. Voyant que l'homme se dirigeait déjà vers la sortie, Vienne osa s'adresser à lui. La fille a dit que le monsieur avait vu le processus de fusion. C'est pourquoi il gardait la sorcière dans sa chambre. Alors maintenant, la fille pouvait être ramenée dans sa chambre dans le donjon. Mais McClart refusa résolument. Vienne lui apparaissait désormais comme un réservoir vivant de poison, ce qui veut dire que la laisser partir serait tout simplement dangereux. La fille baissa tristement la tête. Devenue immédiatement triste, elle dit doucement qu'alors l'inquisiteur lui-même devrait rester loin d'elle. Elle retomba sur le sol. Et puis, voyant les chaînes détachées devant elle, elle se rendit compte que le maître ne les lui avait pas remises. Vienne rappela timidement à l'inquisiteur McClart les menottes. Après tout, selon les règles, elle devait être en permanence avec eux. La jeune fille avait déjà tendu la main pour remettre les chaînes au maître, mais il lui proposa de les garder pour elle en récompense de son obéissance. Voyant son air surpris, l'homme conseilla à la belle sorcière de ne pas penser à des bêtises et de profiter même des petites choses. C'était déjà une concession. Viana pensait qu'elle l'avait mal entendu ou mal compris. La fille lui demanda avec hésitation ce qu'il voulait dire. Apparemment, l'inquisiteur McClart n'avait plus l'intention de lui mettre les chaînes. La fille le regarda et ressentit une sensation étrange. Elle se souvient à quel point tout le monde autour d'elle était dégoûté et hostile à son égard. Les gardes évitaient même le moindre contact. Et puis Viana dit tristement qu'elle comprenait tout. Bien sûr,
McClart la considérait comme une citoyenne de seconde classe, la lie de la société. Mais en même temps, c'était lui, de tous ceux qui l'entouraient, qui la traitait le mieux. L'homme a toujours été l'être le plus humain et le plus humain. En entendant cela, l'inquisiteur se figea sans se retourner. Et puis la voix du docteur Pépin se fit entendre dans le couloir. Le docteur ouvrit la porte et entra. Il s'empressa de s'excuser de son retard, mais McClart passa en silence, comme s'il n'avait pas remarqué la personne qui entrait. La porte s'est fermée derrière lui. Maintenant, dans les chambres, il n'y avait que la jeune sorcière et le docteur Pépin, figés de surprise. L'homme renifla et déclara que l'aura dans les chambres était tout simplement meurtrière. Puis il commença à demander avec mécontentement ce que la sorcière avait fait. La fille ne savait pas quoi répondre. Et le docteur Pépin a dit que le monsieur était clairement en colère, ce qui veut dire que la seule raison était elle. Viana commença à assurer au médecin qu'elle n'avait rien fait de tel. La fille ne connaissait vraiment pas la raison de la colère de son maître. Mais le docteur ne pouvait rien deviner non plus. Et à ce moment précis, l'inquisiteur McClart entra dans son bureau. Le commandant des gardes l'attendait déjà là. Il rapporta au maître que des traces d'un camp abandonné à la hâte avaient été découvertes non loin du château. Les gardes ont déjà envoyé des chiens sur la piste. L'inquisiteur réfléchit. Rares sont ceux qui oseraient installer un camp près de son château. Le commandant, voyant sa prévenance, suggéra d'envoyer plus de soldats. Cependant, McClart répondit qu'il irait lui-même à sa poursuite. Il était le maître de sa terre et devait découvrir lui-même qui osait violer sa propriété. Le commandant des gardes s'inclina humblement. Les guerriers connaissaient bien leur métier, et ils savaient à qui ils obéissaient. Par conséquent, personne ne discuterait avec le propriétaire. Finalement, le visiteur partit, laissant l'inquisiteur seul. La porte qui claquait me rappelait des souvenirs. McClart ne put s'empêcher d'entendre la voix de Viana alors qu'elle remarquait son humanité. L'homme n'était pas très content de lui-même. Il savait que son rang et sa position l'obligeaient à faire beaucoup de choses. Et il n'avait tout simplement pas le droit de s'exposer aux doutes et aux faiblesses. L'homme se souvenait de s'être tenu devant le grand prêtre pendant l'initiation. Il a dit à McClart de toujours rester calme et de se souvenir de son devoir. Les prêtres ont toujours remarqué ses capacités extraordinaires. Personne ne doutait que l'inquisiteur fût véritablement rempli d'un pouvoir divin. Cependant, beaucoup ont compris qu'il est extrêmement difficile pour le subconscient humain de faire face à une telle charge. Un contrôle constant était donc nécessaire, et l'inquisiteur McClart a appris à très bien se contrôler. L'une des méthodes consistait à donner régulièrement des coups de fouet. Pendant qu'il était flagellé, il répétait constamment qu'il n'existait que pour servir Dieu. La douleur ne m'a pas permis de me relever et m'a ramené à l'humilité. McClart était toujours diligent et en tout. La même chose s'est produite avec le cil. Le résultat fut une multitude de cicatrices qui sillonnaient le dos du maître. Grâce à cela, l'inquisiteur était resté en contrôle constant de lui-même pendant de nombreuses années. Et maintenant, en combattant les hommes monstres capturés, il n'était pas perturbé. Finalement, tout était fini. Les corps des ennemis tombés couvrirent le sol comme un tapis ensanglanté. McClart baissa son épée et expira avec fatigue. Soudain, il pensa que le sang avait une odeur complètement nauséabonde. Cependant, l'homme n'avait jamais prêté attention à cela auparavant. Il semblait que quelque chose avait changé en lui seulement maintenant. Et l'apparition de la belle sorcière était clairement liée d'une manière ou d'une autre à cela. L'inquisiteur se souvint involontairement de ses lèvres ensanglantées. Et de nombreuses blessures, récentes et anciennes, couvraient le corps tendre. Ces étranges pensées furent soudainement interrompues par le commandant de la garde. Le guerrier rapporta que l'escouade avait éliminé tous les monstres restants de l'autre côté. Il restait à décider quoi faire des cadavres des ennemis. McClart ordonna que leurs têtes soient accrochées au mur de la forteresse. Toutes les sorcières capturées dans les gorges de Glada étaient également censées y être envoyées. L'inquisiteur n'éprouvait aucune pitié pour eux. Après avoir terminé la campagne, le détachement retourna au château. Le doux soleil couchant peignait ses murs d'une couleur rose dorée. Ignorant la beauté qui l'entourait, l'inquisiteur se dirigea vers les portes du château. Et soudain, il vit un homme devant lui. Il la salua chaleureusement. Il ne s'était pas vu depuis longtemps, mais McClart ne montrait aucune joie particulière lors de cette rencontre. L'homme à la robe blanche comme neige souleva le voile qui couvrait sa tête et sourit. C'était le grand prêtre. L'inquisiteur ne montra aucun signe de mécontentement. Seule la main gantée se serra en poing. La visite du grand prêtre était des plus inopportunes. Néanmoins, l'homme tomba sur un genou et pressa ses lèvres contre la main du prêtre. Il regarda l'inquisiteur avec affection. Au même moment, dans la chambre de l'inquisiteur, Vienne était assise sur le tapis près de la cheminée. Elle rapprocha ses mains du feu, profitant de sa chaleur.
La fille regarda pensivement ses cicatrices et réfléchit. Elle espérait que si elle se comportait correctement, tout pourrait s'arranger. Et alors peut-être elle aurait pu s'échapper. Mais soudain, un sentiment inexplicable d'anxiété apparut dans mon âme. Entendant un bruit aigu, la sorcière regarda par la fenêtre. Là, haut dans le ciel, d'énormes oiseaux noirs tournaient en rond. Leurs cris me faisaient froid dans le dos. 2 gardes accompagnaient la grande sorcière. Aujourd'hui, à l'occasion d'une rencontre avec le grand prêtre, la jeune fille était vêtue d'une robe coûteuse en velours écarlate. Mais après l'avoir habillée de vêtements coûteux, n'a pas soudainement commencé à nous traiter différemment. Ils la pressèrent tout le long du chemin et, arrivés à la porte, la poussèrent brutalement dans les chambres. Le grand prêtre et l'inquisiteur Méclar parlèrent justement d'elle. Le visage de l'invité d'honneur de la capitale exprimait l'étonnement à la vue de la jolie sorcière. Le prêtre s'approcha par derrière et appuya sur l'arrière de la tête du captif. Il ordonna que l'on rende hommage au grand prêtre. Après avoir surmonté sa résistance, l'homme a abaissé de force la tête de Vienne sur le sol, face contre terre. La fille a crié. Le grand prêtre ordonna de ne pas la presser autant. Il a déclaré que le Seigneur Dieu était miséricordieux envers tous ceux qui se repentent. La sorcière leva les yeux vers le bel inconnu avec ses incroyables yeux rouges, confuse. Le prêtre s'est approché de la jeune fille. S'asseyant à côté d'elle, il commença à l'examiner attentivement. Il fut surpris de voir qu'elle saignait et tendit la main vers le visage de la sorcière. Mais Maclart a attrapé le poignet à temps, averti du danger. Les prêtres observèrent la scène de près, et ils considéraient un tel comportement comme inapproprié. Le prêtre a assuré qu'il était très touché par l'attention que Maclart portait à lui. Mais il a demandé de ne plus faire cela à l'avenir, et il s'est éloigné de cela. L'invité a dit qu'il voulait, pour le bien commun, examiner attentivement cette sorcière. Maclart fronça les sourcils. Il se demandait ce que le prêtre voulait dire par « regarder attentivement ». Il a répondu qu'il voulait parler à la sorcière face à face, et il a demandé de libérer une salle pour cela, et préparer également quelque chose à grignoter. Vienne était toujours assise par terre. Elle regarda Maclart avec ses yeux rouges, suppliant, lui demandant silencieusement de ne pas la laisser seule avec l'étranger. Le propriétaire de ces terres lança ses yeux bleus. Il déclara d'une voix ferme qu'il resterait avec eux. Le prêtre fut surpris. Il a crié le nom de Mercla avec une pointe de reproche. Il a demandé de ne pas le forcer à le répéter 2 fois. L'inquisiteur se souvint du visage du grand prêtre d'il y a de nombreuses années. C'est lui qui le battait à coups de fouet, répétant qu'il n'existait que pour Dieu, et le prêtre quittait déjà la pièce. Et il appela la sorcière à le suivre. La garde fermait la marche. Vienne se retourna et regarda le monsieur avec un regard traqué. Il se tenait à proximité, serrant fermement les poings pour tenter de se retenir. Bientôt, le grand prêtre et la grande sorcière étaient assis à une longue table chargée de plats exquis. La jeune fille a profité de l'occasion pour manger normalement pendant une grande partie de son confinement. S'étouffant, elle commença à tousser. Le prêtre a suggéré qu'il était difficile de manger en sa présence, et il lui tendit un verre rempli de vin rouge. Viana est devenue timide, mais l'homme a insisté. La jeune sorcière sirotait soigneusement la boisson au raisin, mais on leur a ordonné de boire jusqu'au fond. Le verre fut bientôt vide. Les yeux de Vienne nageaient, et ma tête a commencé à vraiment tourner. Le grand prêtre, regardant la jeune fille, gloussa. Il a dit que parfois le houblon aidait à se débarrasser d'une anxiété inutile. L'homme a demandé d'une voix douce et séduisante. L'interlocuteur est-il désormais prêt à répondre aux questions d'une personne de haut rang? La jeune fille ne comprenait pas pourquoi le prêtre menait tout cela. Il lui a d'abord demandé comment allait sa main et si elle s'était remise de la morsure. Vienne se souvenait de ces 2 loups. Je frissonnais à cause de ces visions terribles. Elle répondit affirmativement en bégayant légèrement. L'homme a suggéré que la sorcière s'était peut-être déjà habituée à cela. Après tout, à son arrivée, son corps était couvert de nombreuses morsures. Vienne pensait à ses propres affaires. Elle se demandait ce que l'on savait. Au grand prêtre. La jeune fille comprit que le docteur Pépin l'examinait. Mais ce qui était plus important, c'était ce que Maclart, qui était au courant de la réponse, a dit dans son rapport. La jeune sorcière répondit qu'il s'agissait simplement de traces du culte du diable. Le prêtre a dit qu'il n'était pas nécessaire d'essayer de le cacher. Il a assuré que Dieu était généreux, et qu'il a donné le chemin du salut à ceux qui sont venus avec repentance. Mais Viana a déclaré que sa récente réponse était tout ce qu'elle pouvait dire. Le grand prêtre gémit lourdement et longuement. L'invité de Marc s'est dit déçu. Il a déclaré qu'il savait comment elle communiquait avec les animaux par le sang. La jeune sorcière cria que c'était une force envoyée par le diable. Mais le prêtre a insisté sur le fait que ce n'était pas si important de savoir qui avait donné le pouvoir. Ce qui compte,
C'est à quelle fin il a été utilisé. Il lui proposa de s'agenouiller devant lui, promettant que cela mettrait fin à toutes ses souffrances. Il a déclaré que, à sa demande, il pourrait même ordonner l'arrêt de la chasse aux sorcières. La fille n'en croyait pas ses oreilles et demanda même à nouveau. Le prêtre confirma la fermeté de son intention d'épargner la sorcière suprême et toutes les femmes de sa tribu. Les pupilles des yeux rouges uniques se rétrécirent. Viana a accidentellement renversé son verre. Il tomba avec un bruit métallique et se brisa en morceaux. Le grand prêtre demanda avec emphase si la sorcière jurerait d'utiliser son pouvoir uniquement sur son ordre.